Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h dans l'actualité. Ce mercredi, le port de Lomé dans le top 100 des ports les plus performants dans le monde. Une performance qui illustre la pertinence des réformes audacieuses engagées par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Nous en parlerons en début de ce journal. Nous allons parler du projet de développement rural intégré de la préfecture de Meaux. Ce projet pensé et mis en œuvre par le président de la République il y a un peu plus de 10 ans améliore significativement le quotidien des populations de la préfecture. Nous ferons le point des acquis dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. L'actualité depuis hier nuit, c'est bien le nouveau gouvernement dévoilé par le secrétaire général, ministre secrétaire général du gouvernement. Il est composé de 35 membres avec de nouveaux portefeuilles créés pour répondre aux besoins de l'heure. 13 nouveaux ministres ont fait leur entrée contre 11 sortants. Voilà, l'heure était à la passation de services ce mercredi dans plusieurs ministères. Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, professeur Iwateba a passé le témoin à son remplaçant, de même que dans plusieurs autres ministères, la culture, le développement des territoires, la santé, l'urbanisme, enseignement technique, plusieurs ministères. Nous reviendrons sur le sujet, si tout va bien, dans le courant de ce journal. Et je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le port de Lomé gagne une nouvelle place dans le classement des meilleurs ports dans le monde. Il fait partie des top 100 des ports les plus performants sur le plan mondial. Cette performance est le fruit des réformes audacieuses engagées sous le leadership du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé en vue d'améliorer le climat des affaires. Entre autres réformes, la digitalisation des procédures douanières. Carmen Madiakako. Le Togo maintient sa position stratégique de premier plan en matière de prestations portuaires dans la sous-région ouest africaine. Selon le classement 2024 des 100 premiers ports mondiaux publié le 12 août dernier par la revue londonienne Lloyd's, le port de Lomé occupe pour la 4e fois consécutive le premier rang des ports à conteneurs en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne avec un trafic de 1 091 000 équivalents 20 pieds. Cette plateforme place le Togo au 5e rang en Afrique après le port de Tanger Med au Maroc, 8 061 000 équivalents 20 pieds, Saïd en Égypte, 4 044 000 équivalents 20 pieds, Durban en Afrique du Sud, 2 54 000 équivalents 20 pieds et Damietta en Égypte, 1 097 000 équivalents 20 pieds. Au plan mondial, le Togo occupe la 93e position devant des installations portuaires de renom telles que le port de Yeosu, Guangwang en Corée du Sud, Lázaro Cárdenas au Mexique, Southampton au Royaume-Uni et Shanzhou en Chine. Cette évolution constante témoigne du dynamisme et de la compétitivité croissante du secteur portuaire togolais et renforce sa position stratégique dans le commerce maritime international. Les prouesses du port de Lomé sont la résultante des réformes du secteur de l'économie maritime initiées par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, conformément à l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui vise notamment à affirmer la place du Togo en tant que hub logistique d'excellence et centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région ouest-africaine. Ces efforts se sont traduits surtout par les réformes audacieuses réalisées ces dernières années pour la modernisation des infrastructures portuaires adaptées à tout type de navires, la digitalisation et la gestion automatisée du fret maritime, la sécurisation du convoi et l'allègement des procédures. Dans ce sens, le chef de l'État a procédé en mars 2023 à la mise en service de la deuxième phase de Lomé Contenant Terminal LCT, évaluée à 40 millions d'euros, soit 260 milliards de francs CFA.
L'ouvrage a pour but d'augmenter la capacité annuelle de traitement des marchandises évaluée à 2 000 équivalents vapiers en prévision d'une croissance du trafic à 3 millions de conteneurs manutentionnés équivalent 20 pieds à terme. L'extension de l'infrastructure permettra de répondre aux besoins futurs de croissance des volumes attendus et de garantir la meilleure qualité des services fournis, de productivité opérationnelle globale et de fluidité des opérations de livraison et de réception des marchandises. Le port autonome de Lomé est le seul port naturel en eau profonde de la sous-région qui favorise le transbordement et sert aussi de relais stratégique non seulement pour les pays de l'Hinterland, mais également pour de nombreux pays africains, notamment le long du golfe de Guinée. La banque et les différentes réformes engagées par les plus hautes autorités du Togo font aujourd'hui de notre pays une référence dans la sous-région en matière de climat des affaires. Plusieurs mécanismes mis en place attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers, un cap que le Togo compte maintenir à travers de nouvelles dispositions. Kamel Madiakaro. La Banque mondiale s'apprête à publier le rapport Business Ready. Le Togo, bon élève dans les précédents classements, y figure aux côtés de 53 autres pays pilotes. La nouvelle approche vise à évaluer le climat des affaires et des investissements dans plus de 180 pays avec pour objectif de faciliter les investissements privés, générer de l'emploi et améliorer la productivité. L'institution de Bretton Woods indique que le Business Ready se distingue en cherchant à pallier les insuffisances du Doing Business. Ainsi, pour la première édition prévue pour le printemps 2024, elle souhaite instaurer une approche équilibrée qui examine non seulement la charge réglementaire pour les entreprises, mais aussi la qualité des réglementations et la fourniture de services publics connexes aux entreprises. Cette approche bien différente de celle du Doing Business inclut des facteurs tels que la gouvernance, l'infrastructure, le capital humain et l'innovation. Elle prend également en compte l'impact des facteurs externes tels que le changement climatique et les risques géopolitiques sur l'environnement des affaires. Le président de la République, Faure Issozimna Singbe, ayant fait de l'amélioration du climat des affaires l'une de ses priorités avec la mise en place d'une cellule spécialement dédiée au climat des affaires, le Togo s'attelle depuis plusieurs mois à maîtriser les contours de ce nouvel outil d'évaluation. Selon la ministre secrétaire générale de la présidence en charge du climat des affaires, Sandra Ablamba Johnson, le Togo progresse bien. Depuis 2020 et malgré la crise sanitaire, le pays a poursuivi les réformes en instaurant une série de mesures incitatives pour faciliter davantage les affaires et attirer les investissements. C'est une dynamique positive que compte maintenir et accélérer le chef de l'État. Avant la suspension du Doing Business, le Togo avait réalisé un impressionnant bond de 59 places entre 2018 et 2019, soit la meilleure progression sur une période aussi courte dans le palmarès du rapport. C'était au classement mondial du 13e rapport Doing Business 2020, rendu public depuis Washington aux États-Unis. Classé premier pays réformateur en Afrique subsaharienne, le Togo occupe la 99e place dans le classement général et la 8e parmi les pays africains. Pour Frédéric Meunier, commissaire de la Banque mondiale, si le Togo a réussi à atteindre ce classement exceptionnel, c'est grâce à 5 réformes réussies dans l'amélioration du climat des affaires, notamment la facilitation des procédures de création d'entreprises qui se traduit par une libération du capital social, une réduction du droit d'enregistrement et de publication et une réduction des frais fixes qui passent de 272 250 francs CFA en 2012
à 28 250 en 2019, soit une réduction de 89%. Aussi, de 85 jours en 2012, le délai de création d'entreprise est désormais passé à 24 heures, puis à 4 heures en 2019. Il est également à noter qu'il est possible de créer les sociétés à responsabilité limitée SARL sous CIN privé sans forcément passer par voie notariale. Une initiative fortement encouragée par la Banque mondiale. Le chef de l'État s'attelle donc à poursuivre sur la même lancée. Des mesures incitatives ont été donc prises. La réservation de 25% des marchés aux femmes et aux jeunes, une mesure forte qui a eu des incidences remarquables sur le mouvement de création des très petites et moyennes entreprises. En 2018, par exemple, sur 10 545 entreprises créées, 25,61% émanent des femmes. À ces mesures incitatives s'ajoute la dématérialisation des procédures avec la possibilité de soumettre les dossiers de création d'entreprises en ligne et de régler les frais y afférents via Mobile Money, T-Money, Flouze ou carte Visa à travers des institutions bancaires et financières nationales et internationales. Sous l'égide du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, les efforts se poursuivent à tous les niveaux pour permettre au pays de maintenir le cap. Et justement, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a initié depuis quelques années plusieurs projets, programmes de développement. Parmi eux, on peut citer aujourd'hui le projet de développement rural intégré de la préfecture de Meaux. Ce projet, connu sous le nom PDRI Meaux, est un ensemble d'outils allant des infrastructures de développement aux activités génératrices de revenus au bénéfice des populations de la préfecture de Meaux. Quel acquis du projet à ce jour? Tout part d'ici, de cet imposant pont, le pont de toutes les connexions et de toutes les réalisations. La légende raconte que son avènement a ouvert la voie aux différents projets dont bénéficie la préfecture de Meaux, en commençant par le PDRI Meaux. Initié et inauguré par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé il y a un peu plus de 10 ans, le projet de développement rural intégré de Meaux a apporté une métamorphose dans cette partie du Togo. Tout ce que vous êtes venu retrouver dans cette préfecture, commençant par les pistes en interne sur lesquelles vous avez pu passer afin d'atteindre les différents villages, pour visiter les différentes réalisations faites dans le cadre de ce même projet, n'existaient pas auparavant, ces pistes. Donc, dans un premier temps, nous pouvons dire que ce projet, grâce à sa mise en œuvre, nous avons pu avoir une certaine décentralisation, si je peux l'appeler ainsi, entre les chefs-lieux de canton et les villages. Donc il y a des pistes qui peuvent permettre une circulation libre et facile d'un village à un autre et d'un village à son chef-lieu de canton. L'école, l'éducation a eu sa grande part de réalisation. Vous verrez un ensemble de bâtiments scolaires qui ont été construits aussi bien dans les établissements primaires que secondaires de la préfecture. Pour explorer les changements socio-économiques qui ont fait de la plaine de Meaux une oasis de prospérité, il faut parcourir les vallées où les champs s'étendent à perte de vue. Des champs de subsistance sont transformés en terres fertiles pour l'agriculture commerciale. L'igname, fierté de la préfecture de Meaux, s'étend sur la plaine tandis que le maïs et le soja commencent à conquérir de nouveaux horizons. L'arrivée du projet PDRI Meaux a apporté un changement positif
dans mon canton à travers la réalisation des pistes rurales qu'ils ont faites, ce qui a permis aux producteurs que nous sommes d'évacuer nos produits. Sinon, entre-temps, nous produisons, ça reste ici. Les pistes ne sont pas là pour que les marchands puissent venir acheter. Donc ça dormait, l'homme vivait dans une pauvreté. L'une des pièces maîtresses du projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux, c'est bien les ZAP, ou zones d'aménagement agricole planifiées. Environ 4500 hectares aménagés au bénéfice des différents cantons de Meaux. Sur cette ZAP ici de la ZAP de Kagnan, nous avons près de 400 hectares de maïs produit, que ce soit agropole ou en ZAT. Lorsqu'on compare aussi le soja, les années aussi passées, 2019, 2020, tout ça, ce n'était pas vraiment d'enjeu. Mais à partir des années 2022, nous avons vu que le soja a pris vraiment de l'ampleur au pays. Et ça a même poussé les producteurs à faire de grandes superficies. Également, lorsqu'on prend cette ZAP, l'année passée, c'était la ZAP de référence. Toujours la ZAP de Kagnan, c'était la ZAP de référence de la production de soja, où on était à 700 hectares de production sur cette ZAP. Ça a permis à certains producteurs de faire des chiffres d'affaires, d'autres qui, après les ventes, ont eu à s'acheter pour une première fois des motos. Sur cette ZAP de Léguédé, le maire de la commune Meaux 2 a rendez-vous avec les producteurs, comme il en a l'habitude, pour s'enquérir de l'état de santé des champs. L'État va continuer par venir en aide parce que l'agriculture occupe une place très importante dans l'économie du pays. Donc, concernant la difficulté liée à l'accès à l'eau, je peux vous rassurer que des études ont été menées sur nos ZAP. Vous voyez, pour pouvoir réaliser des ouvrages pouvant permettre aux paysans et aux producteurs de produire sur toute la saison. À notre niveau, on ne va faire que continuer les plaidoyer auprès donc, des plus hautes autorités pour que ce projet-là se concrétise le plus rapidement possible pour vous permettre en toute saison d'être occupé et de produire ce que vous voulez produire. Donc ça viendra à coup sûr. Au bureau de la commune Meaux 1, on note avec satisfaction les changements opérés. Le PDR Meaux est venu arranger les choses pour permettre à notre préfecture d'avoir 2 communes. Parce que sans le PDR Meaux, je ne pense pas qu'on pouvait avoir 2 communes puisqu'il n'y avait rien. Peut-être que ça devrait se concentrer au chef-lieu qui avait quelques infrastructures, mais grâce au PDR Meaux, nous avons eu des chefs-lieux, des 5 chefs-lieux de canton qui se sont développés rapidement. Un développement rapide voulu par le président de la République en 10 ans des mutations majeures enregistrées dans plusieurs secteurs. De mots, je vous amène à présent à Tabindé, dans la préfecture de Sotouboua. C'est là-bas que 9 jeunes, tous diplômés de l'IFAD Aquaculture de Lavagnon, mettent en pratique les acquis de leur formation. Ils se sont installés sur le barrage communautaire où ils font l'élevage du poisson. Après 6 mois, ils font la première pêche. Eh bien, vous allez le voir, les résultats sont simplement satisfaisants. Désiré à l'œil. Des produits de pêche, résultat des efforts consentis. C'est l'expérience réussie de 9 jeunes, dont une fille diplômée de l'Institut de formation en alternance pour le développement en aquaculture IFAD de Lavagnon. Après 3 ans de formation, ils se sont réunis en coopérative Kacho Ebi et Espoir Revient, puis installés sur ce barrage à Tabindé, 15 km à l'est de la ville de Sotouboua. 6 mois d'application avec un résultat satisfaisant. Nous venons de faire sortir des poissons 3 tonnes. Nous voudrions dans 2 mois à 3 mois faire encore une pêche au-delà de 7 tonnes. Nous sommes très fiers de l'IFAD qui nous a formés. Je remercie le président de la République pour ses efforts. Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes très heureux car nous sommes devenus des entrepreneurs. Le gouvernement togolais, au travers des IFAD, donne l'occasion aux jeunes de se former et de se prendre en charge. Projet qui crée la richesse et rompt avec la pauvreté. Nous sommes vraiment très satisfaits. C'est une formation complète,
une formation de qualité, une formation professionnelle qui leur a permis de réaliser ce que vous venez de voir. Cette formation leur permet également de s'installer, de vivre en autonomie, de recruter d'autres jeunes avec qui ils peuvent travailler. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, son excellent Forest Ozenanya Sigbe, qui a eu la noble vision de mettre en place cet institut qui a permis à ces apprenants de réaliser ce que vous venez de voir. Les IFAD ont de l'avenir. Après la formation, c'est l'insertion donc, chose faite, qui porte des fruits. Nous avons cette année sorti 2 vagues. Une promotion venant de l'IFAD d'élevage de Barkwasi et une deuxième sortant de l'IFAD bâtiment de Lomé. Et ces jeunes, au cours de cette année, vont aussi se lancer sur le terrain pour s'insérer. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui veulent accompagner la jeunesse à nous donner les sites, notamment en ce qui concerne l'élevage de poissons. Il nous faut des retenues. Nous avons aujourd'hui des compétences pour valoriser ces sites. C'est une production élevage dans les cages flottantes. L'optimisme, l'espoir que sont de mise avec cette première pêche. Ceci vient renforcer l'action des jeunes engagés à apporter leur contribution à la croissance économique. Je suis ici pour accompagner les jeunes de IFAD à écouler leurs produits. La stratégie consiste à mettre en place des points de vente un peu partout dans la préfecture et pour être proche des ménages, les hôtels, les restaurants. Et nous avons déjà entrepris le processus de signature de convention avec les coopératives. Le chef de l'État, il a joint l'acte à la parole en mettant des IFAD. Nous sommes bénéficiaires directs de ces IFAD. Vous voyez comment les gens sont surpris par des poissons et désormais consommons local. Nous allons les aider à garder le site très propre pour garantir la sécurité. Ces jeunes ont reçu un appui de 45 millions de francs CFA du FAEJ, IFAD et COPEC AD pour se lancer sur le terrain. Ce résultat est un exemple concret de la politique d'appui à l'emploi de la jeunesse, insufflée par le chef de l'État, Faure Essouzou-Mnanya Zingbe. Le Togo fait de la lutte contre l'extrémisme violent l'une de ses priorités. Ce combat, le pays le mène conjointement avec 4 autres pays de la sous-région. C'est à travers un projet mis en œuvre depuis quelques mois. Un groupe de travail est mis en place pour assurer l'efficacité du projet sur le terrain. Nestor Mouzo. Le projet régional de renforcement de la résilience et de l'engagement des communautés pour prévenir et combattre l'extrémisme violent au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Bénin est une contribution du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et ses partenaires aux efforts des pays en vue de venir à bout du phénomène. Ceci en prévenant et en traitant les facteurs immédiats et localisés de radicalisme conduisant à l'extrémisme violent dans les zones d'intervention. Pour la mise en œuvre du projet, un groupe de travail technique a été constitué. Il est composé des points focaux des ministères et organisations de la société civile. Ce groupe est appelé à initier des rencontres pour apprécier les progrès vers l'atteinte des résultats, analyser les dynamiques qui pourraient influencer la mise en œuvre du projet, les défis et les perspectives. Les membres de ce groupe technique renforcent ici leurs capacités à cette fin. Nous allons dans un premier temps rappeler des éléments contextuels parce qu'il faut qu'on sache où nous en sommes avec tout ce qui est fait aussi bien par la partie nationale que par les efforts, les appuis que le système des Nations Unies, notamment le PNUD, apporte. Et après cela, nous allons présenter les efforts au niveau national, le dispositif institutionnel mis en œuvre par le gouvernement pour contrer cette problématique-là. Et nous allons ensuite présenter l'approche du PNUD. Et enfin, nous allons nous accorder sur des perspectives. Qu'est-ce que nous devons ajuster et quelles sont les nouvelles approches que nous devons adopter pour être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Parce qu'il s'agit de communautés. Ce que nous recherchons, c'est un engagement beaucoup plus accru des acteurs nationaux. Le PNUD est fortement engagé depuis quelques années sur la problématique de l'extrémisme violent. Il développe plusieurs initiatives visant à sensibiliser les communautés, à renforcer le dialogue intercommunautaire et socio-sécuritaire et également à renforcer la résilience socio-économique des communautés pour résister aux crises et aux chocs.
Au même moment, le gouvernement ne veut pas baisser la garde face aux urgences sanitaires. Notre pays est d'ailleurs aidé dans cette dynamique par la FAO. L'institution forme les agents vétérinaires sur comment détecter de façon précoce les pandémies pour mieux les combattre. Depuis Atakpamé, la correspondance de Désiré Aloy. La détection, la surveillance et l'alerte précoce aux épidémies nécessitent l'acquisition de certains outils pour mieux se préparer et répondre promptement à une urgence sanitaire. C'est à cet exercice que se prêtent ces agents de santé animale, un exercice pour les outiller, renforcer leurs acquis afin de bien les préparer pour une éventuelle pandémie en cas de détection. C'est donc une manière de les amener à bien agir pour mieux faire face au fléau. S'il y a une épidémie quelque part, l'agent doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Si une maladie apparaît, plus on la détecte tôt, plus elle est facile à cerner. Ils seront formés à la détection, comment détecter rapidement et comment riposter s'il y a quelque chose. Ils vont avoir des outils pour faire des rapports. C'est-à-dire que s'il y a une urgence, il y a un cheminement pour faire remonter l'information jusqu'à chose pour qu'une décision rapide soit prise afin que le mal soit bien cerné. Le but poursuivi, renforcer la résilience du système de santé. Le Togo est assisté dans cette lutte par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une formation pour permettre aux agents de bien accomplir leur mission et relever le défi sur le terrain. Les chefs de poste vétérinaires qui sont au niveau des préfectures vont apprendre à mieux surveiller les maladies animales et à mieux faire le rapportage vers leurs supérieurs hiérarchiques et à maîtriser l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale. La FAO veut, à travers ce projet-là, doter les techniciens, les agents vétérinaires des compétences nécessaires qu'il faut pour mieux surveiller ces maladies animales. Il s'agira de préparer les agents pour riposter efficacement aux éventuelles épidémies. La formation s'inscrit dans le contexte du projet d'appui au renforcement de la préparation et de réponse aux urgences sanitaires Prépus Togo. Un projet pour améliorer la compétence des agents vétérinaires, les aider à être beaucoup plus efficaces afin de bien intervenir lorsqu'un cas se présente. Ceci nous amène à parler des moustiques. Ces insectes qui nous embêtent souvent font des ravages, surtout dans les zones endémiques. Depuis le 20 août 1930, une journée est instituée pour sensibiliser les populations sur les moyens pour les combattre. Selon les spécialistes, la piqûre de moustiques est source de plusieurs maladies, parfois mortelles. Sandra Diaglé. Ils sont beaucoup plus présents dans les zones tropicales et sont catégorisés gâcheurs des soirées peu éclairées. Les piqûres des moustiques agacent et irritent la peau. Même s'ils contribuent à l'équilibre de l'écosystème, ils s'avèrent des bestioles nuisibles par leurs piqûres avec transmission de germes pathogènes à l'homme. Ils suscitent une inquiétude majeure en matière de santé publique et sont connus pour être des vecteurs de maladies virales comme parasitaires. Les maladies parasitaires sont constituées principalement du paludisme et de la filariose lymphatique. Au niveau des maladies virales, on retrouve la dengue, le Zika, le chikungunya, la fièvre du Nil occidental, l'encéphalite japonaise et la fièvre de la vallée du Rift et même la fièvre jaune. Et il faut noter que les plus couramment retrouvés dans nos milieux sont principalement le paludisme et la dengue. On retrouve beaucoup de cas ces derniers temps. Au Togo, le paludisme et la dengue sont les principales maladies transmises par la piqûre du moustique. Dans une volonté claire de les éradiquer, le gouvernement a mis en place davantage de mesures. Il faut savoir que pour ce qui concerne la dengue, c'est récent. Mais il y a donc des efforts qui sont mis par le ministère. Le programme Palu fait beaucoup de choses. Actuellement, nous avons le TDR qui est gratuit. Il y a des médicaments en injectable, l'artesunate par exemple, qui est donné gratuitement si c'est un paludisme compliqué. Maintenant, si ce n'est pas un paludisme compliqué, et là aussi, l'État a mis en place des comprimés, Quartem, qu'on donne gratuitement. Il y a la campagne de distribution de moustiquaires à imprégnation durable. Cette campagne se fait régulièrement.
Il faut dire aussi qu'il y a d'autres campagnes, par exemple à l'intérieur. Pendant les périodes de haute saison, on va donner le quartet à des enfants pour que, même s'ils ont des trophozoïdes et que la maladie n'est pas encore déclarée, qu'ils soient guéris. Il faut que derrière la maison, qu'on fasse des efforts pour au moins enlever les herbes. Pour détruire, quand il y a des petits trous dans lesquels l'eau peut stagner, il faut mettre donc les grilles anti-moustiques aux fenêtres et aux portes. Le gros problème, c'est qu'il faut dormir sur des moustiquaires à imprégnation durable. La Journée mondiale du moustique est une ancienne journée répertoriée depuis 1930. Elle est instituée après la découverte de Ronald Ross en 1897, selon laquelle le paludisme se transmet par la piqûre des moustiques femelles uniquement. Une découverte majeure ayant permis la meilleure compréhension du rôle que jouent ces agents vecteurs dans la transmission de certaines maladies et surtout pour mieux les combattre. L'actualité nationale, vous le savez, c'est le nouveau gouvernement dévoilé depuis hier nuit. Il est composé de 35 ministres avec de nouveaux portefeuilles créés pour répondre aux besoins de l'heure. 13 nouveaux ministres ont fait leur entrée contre 11 sortants. L'heure était ce mercredi à la passation de services dans plusieurs ministères. L'exercice va se poursuivre demain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi partout en direct sur la télévision togolaise. Restez avec nous. Le meilleur, c'est ici.